Jean-Michel, tu es aujourd'hui cofondateur et CEO de Caviar Tech, donc un studio de R&D de réalité augmentée dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Salut Pierre, écoute, oui, Caviar Tech, CEO de Caviar Tech. Ma présentation personnelle, je vais faire assez court. Donc, j'ai eu plusieurs vies et ma première vie, j'étais militaire en fait pendant 25 ans. Donc, je suis rentré à 16 ans, j'ai arrêté à 41 ans et j'étais expert recherche et développement en armement petit calibre. Donc, j'ai eu le temps de parcourir le monde, voir plein de choses, mais à côté de ça, j'ai fait beaucoup de formations, j'étais auditeur qualité, etc. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette première vie, en fait. Voilà. Quand j'ai quitté, j'avais toujours aimé la communication en général et j'ai toujours été intéressé par le web. Donc, j'ai commencé à bosser dans le e-commerce. Après, je me suis spécialisé, j'ai passé un master en marketing, etc. J'étais consultant, j'ai travaillé dans le domaine du tourisme. Et puis, comme je suis un fanat de tech depuis le début, il y a 4 ans, on s'est réunis, on a cofondé Caviar Tech. Et puis, pour la blockchain, Caviar Tech qui faisait de la réalité augmentée, qui fait toujours de la réalité augmentée. Et puis pour la blockchain, en fait, il y a 2 ans, tout le monde me parlait de blockchain et moi, j'avais vraiment envie d'y aller. Alors, pour pas y aller n'importe comment, j'ai fait la formation MIT 3 mois sur la blockchain pour bien comprendre. Et une fois que j'ai vu le formidable potentiel, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire entre la réalité et la blockchain et ça tombait bien parce qu'à ce moment-là, tout le monde parlait du Web 3. Donc, j'ai voulu aussi savoir ce qu'il en était. Et il se trouve qu'à un moment, il y a des alignements, hein, on appelle ça comme on veut, des alignements de planètes. Nous, on a vécu ça un peu comme un alignement. On s'est dit que c'était le moment d'y aller, quoi. Voilà. Ok, super. Du coup, Caviar Tech, studio R&D de réalité augmentée, est-ce que tu peux recontextualiser qu'est-ce que c'est, quelle est votre vision? Alors, d'abord, la réalité augmentée, il faut savoir que souvent, on confond la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Il faut vraiment pas confondre ça parce que c'est hyper important. On va en parler. La réalité augmentée, en fait, l'objectif de la réalité augmentée, c'est de réduire la charge cognitive d'un individu. Alors, c'est quand on le dit comme ça a l'air complètement barbare, mais la réalité est tout autre. C'est-à-dire, c'est de voir des objets digitales en contexte dans son environnement. Donc, ça peut être un objet 3D, ça peut être un message, ça peut être, voilà, ça peut être en gros tout ce qu'on veut. Tout ce qui est numérique, je l'emmène dans mon environnement réel. À la différence de la réalité virtuelle, où là, finalement, je me coupe de mon environnement pour rentrer dans un autre monde. Et donc, en fait, nous, pourquoi la réalité augmentée, elle nous intéresse et pourquoi on parle de charge cognitive, je vais très rapidement donner un petit exemple, c'est l'exemple du GPS. Il fut un temps que tu ne connais pas, Pierre, où il n'y avait pas de GPS. C'est-à-dire que quand on voulait aller quelque part, on était obligé de sortir une carte, de regarder la carte et puis finalement d'essayer de mémoriser le chemin. Ce qui fait que quand on était sur la route, on se disait, tiens, la prochaine, je dois tourner à droite, je me rappelle plus bien, mais surtout, on pouvait rien faire d'autre en même temps. C'est-à-dire qu'on était concentré, c'est-à-dire toute la charge cognitive, tout mon cerveau essayait de recontextualiser la carte et de me la mettre en rapport avec le terrain. Puis le GPS est arrivé, puis on s'est rendu compte que non seulement on pouvait aller d'un endroit à un autre, mais qu'on n'avait plus besoin de réfléchir sur la destination finalement, qu'on pouvait écouter des podcasts, comme le tien par exemple, ou la radio, discuter avec quelqu'un au téléphone, etc. Donc, finalement, on avait libéré une partie de notre cerveau. Et la réalité augmentée, c'est ça. Parce que je prends toujours l'exemple de IKEA Place. Donc, IKEA, tout le monde connaît IKEA. Vous avez une application qui s'appelle IKEA Place. Demain, vous voulez acheter un meuble. En fait, vous allez sur IKEA Place, vous téléchargez IKEA Place, vous mettez le canapé dans votre salon. C'est-à-dire qu'il est à taille réelle. Vous pouvez le tourner. Vous pouvez voir la place qu'il va prendre. Vous pouvez changer ses couleurs. Et puis, quand vous dites, il va être parfait dans mon intérieur parce que vous le voyez positionné dans votre intérieur, vous appuyez sur le bouton acheter. Et là, on a des taux de conversion qui augmentent de 30 à 40%. Donc, la réalité augmentée, c'est ça, c'est prendre du digital, le mettre dans l'environnement réel pour prendre une décision plus facilement, pour comprendre, pour agir, pour être dans l'action. Ça sert vraiment à ça, la réalité augmentée. Et nous, on a démarré Caviar Tech en se disant que ce qui serait sympa, c'est de donner accès à un maximum de monde à ces typologies d'outils. Donc, on a commencé avec une plateforme qui s'appelle caviar.app, qui permet d'augmenter des supports, par exemple des supports papier, sans mettre de QR code.
Vous avez une affiche, vous avez un panneau, vous le prenez en photo, vous y associez une vidéo, vous associez des liens, etc. Vous faites enregistrer et quand vous passez avec votre scanner Caviar qui est gratuit, eh ben, le panneau se met à vous parler en fait. Voilà. Et donc, les informations arrivent en contexte. Et ça, c'est dans le cloud. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de changer de panneau. Ça va respecter l'environnement parce qu'on n'est pas en train de réimprimer des trucs. Et que si vous voulez changer l'information en une seconde, vous changez l'information en une seconde. Vous allez dans le back-office, vous changez l'information. Donc, on a commencé avec des outils do it yourself. Et très rapidement, pourquoi est-ce qu'on parle de studio, de R&D? Et très rapidement, on s'est dit qu'on devait absolument coller finalement à l'évolution des usages et au changement de paradigme qui était en train de se passer. Et le premier révélateur, ça a été le Covid. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit en préambule, j'ai travaillé avant dans le tourisme. Moi, le voyage, j'adore ça. J'adore partir, etc. Et quand on m'a dit, bah, tu sais quoi, tu peux plus voyager parce qu'il y a le Covid, c'était dramatique. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une application qui permet d'aller d'un endroit à un autre. Et donc, on a fait CaviarGate, qui est une application de téléportation, entre guillemets, en réalité augmentée. En gros, vous choisissez une destination dans le monde, vous scannez le sol, il y a une porte qui apparaît, et quand vous avancez avec votre téléphone, vous vous retrouvez dans un environnement 360, images ou vidéos. Et petit à petit, on s'est dit, bah, on va pouvoir faire des galeries, on va pouvoir faire des musées, on va pouvoir mettre des choses dedans. Les NFT sont arrivés, on pourra pouvoir les visualiser comme ça. Ça, c'est un petit peu le cheminement. Et en fait, ce cheminement, bah, on a une espèce d'obsession sur ce qu'on appelle l'unité de lieu. Dans le théâtre classique de Molière, il y a trois unités. Il y a l'unité de temps, l'unité d'action et l'unité de lieu. Donc là, le temps et l'action, on est ensemble en ce moment. Donc on se parle et on se voit. Donc on est dans cette forme d'unité de temps et d'action, mais on n'est pas au même endroit. Et ça, l'unité de lieu, c'est hyper important. Et quand vous regardez, quand on regarde la stratégie de Meta, par exemple, l'unité de lieu, c'est un des axes majeurs, c'est-à-dire rassembler des gens dans un environnement commun. Pourquoi? Parce qu'on va interagir sur les mêmes choses, etc. Donc nous, modestement, on s'est dit qu'on pouvait le faire, mais on pouvait le faire avec ce que 95% des gens ont dans leur poche, c'est-à-dire un smartphone. Voilà, j'espère que j'ai un peu résumé et puis on va pouvoir regarder un peu tout ça dans le détail si tu veux. Ouais, super, bah, non, c'est très, très clair. On va partager du coup l'écran. Donc nous, en fait, ce qu'on s'est dit par rapport au NFT, c'est que quand les NFT sont arrivés, moi j'ai trouvé ça super parce que toute la notion de possession finalement de l'asset numérique et puis le fait d'aller travailler sur cette désintermédiation finalement, c'est-à-dire que chacun va créer de la valeur et va être propriétaire de cette valeur et cette valeur, elle va pouvoir être partagée, elle va pouvoir être vendue, elle va pouvoir être échangée, c'était hyper sympa. Sauf que la plupart du temps, en fait, ça se résumait à un contrat, à un smart contract, avec la couverture du contrat finalement qui était le JPEG ou l'image de mon NFT, et que je pouvais pas en faire grand-chose. Et ça nous a un petit peu embêté parce qu'on s'est dit, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse utiliser finalement les technologies de réalité augmentée pour mettre en avant ces NFT et pour interagir avec. Donc, en gros, il faut savoir qu'il y a il y a plusieurs modes de fonctionnement. Tu peux passer à la slide suivante, voilà, et c'est juste après, voilà. En fait, il y a des questions qu'on doit se poser. C'est la première question, c'est mais comment vous faites ça, comment ça marche? Donc, en gros, le principe et le mécanisme est toujours le même. Il faut avoir un bon contenu qu'on va diffuser finalement sur le bon device, sur le bon appareil, et surtout qu'on va déclencher au bon moment. Donc en gros, la première question, c'est ce contenu, où est-ce qu'il se trouve? Donc aujourd'hui, on arrive, on arrive sur la 5G. Bon, avant, on a eu la 4G, ça marchait déjà, mais la 5G, ça va faire exploser les usages. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de données et énormément d'assets, d'objets 3D qui sont hébergés dans le cloud. Donc, il faut savoir comment ça fonctionne. Vous pouvez avoir vos données qui sont dans le cloud, vous pouvez avoir vos données qui sont directement dans une application, ou vous pouvez avoir un mix des deux. Et aujourd'hui, ce qu'on rajoute avec la Web3, c'est que finalement, les données, elles sont également dans votre wallet, dans la blockchain. Ce qui veut dire que pour nous, le premier défi, c'était comment est-ce qu'on allait connecter finalement un wallet directement à une application et faire un connect wallet
blockchain qui vient se mettre dans une application et que l'application elle puisse aller chercher l'asset, elle puisse aller chercher ta NFT où elle se trouve finalement. Hein. Si le fichier est dans IPFS, il faut qu'on aille l'interroger, il faut qu'on aille le descendre, il faut qu'il soit au bon format et il faut qu'on puisse le faire apparaître en contexte devant soi. Sur quel device, sur quel support? Alors, je vous ai mis 4 supports aujourd'hui. Alors, c'est dans l'ordre inverse finalement. Le smartphone qu'on voit en dernier là à l'écran, bah, c'est le plus utilisé. Voilà, c'est ici. Donc, c'est 90% de l'utilisation, c'est sur le smartphone. Mais il faut savoir que vous avez de plus en plus d'écrans interactifs. Vous savez, ces écrans que vous avez dans les supermarchés, vous avez ces grands écrans qui apparaissent et en fait, vous avez une caméra et cette caméra, elle va détecter vos mouvements et elle va échanger avec vous et vous donner des informations. Ben, ça, c'est sur les écrans. Vous avez tout ce qui est lens et tout ce qui est lunettes. Donc là, c'est pareil. Aujourd'hui, en termes de lunettes, on va de plus en plus vers des lunettes de réalité mixte. Là, on est en train de tester les nouvelles Pico 4, mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus de modèles qui apparaissent et tout le monde attend les fameuses lunettes d'Apple qui sont prédites comme le Saint Graal. Bon, pour l'instant, on les a pas, moi je sais pas, je les ai pas essayées, mais pourquoi c'est intéressant, c'est parce que finalement, ces lunettes, ce qu'elles ont comme particularité, c'est que euh, elles peuvent à la fois vous enfermer dans un environnement de réalité virtuelle et en même temps vous mettre dans un environnement de réalité augmentée. Et comment on fait ça? C'est-à-dire on filme son environnement et on renvoie l'image à l'intérieur des lunettes. Donc c'est assez sympa parce que quand vous êtes en réalité virtuelle, vous êtes en train de jouer dans un jeu. Si vous sortez de la zone de jeu, bah, vous allez voir directement, sans enlever vos lunettes, votre environnement, ce qu'il y a autour de vous, et vous allez voir votre zone de jeu devant vous. Donc, vous n'avez plus qu'à rentrer à l'intérieur. Et là, ça devient assez sympa. Pourquoi? Parce qu'on commence à comprendre le formidable potentiel de la réalité augmentée avec des lunettes demain. Ce qu'il faut se dire, c'est que la réalité augmentée, demain, aujourd'hui, enfin, Apple a des ambitions énormes sur la réalité augmentée. Ils ont leur propre écosystème, ils ont créé leur propre fichier USDZ. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec un iPhone, vous pouvez faire de la réalité augmentée de manière native. C'est-à-dire que vous pouvez aller récupérer un fichier USDZ, l'envoyer par SMS. Celui qui a un iPhone clique dessus, il voit le produit à taille réelle devant lui, il n'y a pas d'appli. Hein. Ils sont à fond dessus. Ils ont investi 200 milliards de dollars. C'est énorme. C'est-à-dire qu'ils sont, pour eux, c'est pas juste un enjeu. En fait, pour Apple, la réalité augmentée, c'est véritablement la première marche du métaverse. Parce qu'avant d'aller dans un environnement qui va être clos, un environnement totalement virtuel, l'homme est un animal social, il a besoin d'être avec les autres, donc il a besoin d'être en contact finalement. Et la réalité augmentée, en fait, ça va faire le lien. C'est-à-dire qu'à deux, on va pouvoir voir le même objet finalement, tout en étant dans la vraie vie. Ça, c'est cool. Donc voilà pour les devices. Et puis finalement, le bon moment, il faut ce qu'on appelle un déclencheur. Donc en bas, pour déclencher cette fameuse expérience immersive, je vous ai mis plusieurs types de déclencheurs. Ça peut être la reconnaissance d'une image. Donc, encore une fois, il n'y a pas de QR code. Hein, je reconnais une image, mais ça peut être un QR code. C'est mon déclencheur finalement. C'est qu'est-ce que je reconnais qui me donne des informations. La reconnaissance du sol, parce que dans plein d'applications de réalité augmentée et dans des filtres, vous scannez le sol, vous faites apparaître quelque chose. Ça peut être de la géolocalisation. Vous arrivez à un endroit, on vous envoie une notification, vous cliquez, vous faites apparaître quelque chose devant vous. Ça peut être de la notification, un lien, c'est-à-dire que je vous envoie un lien, vous recevez un SMS, vous cliquez, vous voyez quelque chose. Ça peut être une puce NFC, tout ça c'est du web, c'est-à-dire que je passe mon téléphone, il y a un endroit, je suis sur un appareil par exemple, je dois reconnaître cet appareil, je dois avoir des informations sur l'appareil, je passe mon téléphone et là je déclenche mon expérience. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Donc si on veut voir, on a plusieurs exemples de ce qu'on a pu faire en réalité augmentée et qui peut être intéressant. Alors là, ce que vous voyez par exemple, c'est un panneau publicitaire. On peut se dire que c'est une NFT. Et cette NFT, finalement, elle est géolocalisée et on va pouvoir gérer le contenu dynamique à distance. Je ne sais pas si tu as vu, Pierre, mais depuis 3 semaines maintenant, Google Street View a annoncé qu'ils intégraient Google Shopping à l'intérieur de l'écosystème. Ouais, Donc, c'est fou, hein. c'est une nouvelle qui est passée, à mon grand désespoir, très inaperçue. Non, Je pense qu'il y a des raisons stratégiques à tout ça.
Là, Google est en train de nous faire le nouveau Google Ads réalité augmentée, hein. Donc, Ouais, ouais, non, c'est fou les gens enfin c'est quand même quelque chose d'énorme. c'est quelque chose d'énorme qui est passé un peu inaperçu. C'est dommage. Alors, il commence par certains continents. Je crois que la France n'est pas encore dedans, mais ça devrait pas tarder. En gros, aujourd'hui, vous avez un Google Street View qui vous permet, avec votre téléphone, quand vous êtes dans Paris, par exemple, au lieu de regarder la carte, de prendre le téléphone et de visualiser l'endroit où il va falloir tourner dans la rue qui se trouve à 500 mètres, un peu plus loin, ou à 400 mètres, à distance, hein, en contexte. On parlait du GPS tout à l'heure, ce qui fait que, hop, vous levez votre téléphone, vous allez repérer que dans 500 mètres, vous allez devoir tourner, vous repérez l'endroit, vous mettez votre téléphone dans la poche, c'est fini, vous marchez 500 mètres. Vous n'êtes pas en train de regarder votre carte ni d'écouter. Okay. Comment ça va se passer sur Google My Business? C'est-à-dire qu'en contexte et géolocalisé, vous allez pouvoir avoir des indications. Les magasins qui sont ouverts pourront apparaître en vert ou en rouge. C'est-à-dire qu'au lieu de vous taper la rue avec tous les magasins en disant ah, celui-là il est fermé, celui-là est ouvert, ou est-ce qu'il y a une boulangerie par là, bah, vous allez lever votre téléphone et la boulangerie, on va vous la montrer en contexte. Et on va vous dire, regarde, elle est là-bas au bout. Vous n'avez plus qu'à vous déplacer et y aller. Et en plus, vous avez directement l'indice de notation de la boulangerie. On vous dit c'est une des meilleures boulangeries. OK, c'est génial. Donc ça peut paraître anodin aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est la régie média de demain. C'est-à-dire que demain, alors quand je dis demain, c'est peut-être dans 10 ans ou peut-être même avant, vous aurez vos lunettes et il va y avoir deux enjeux majeurs qui vont être la visualisation et la requête orale. Aujourd'hui, quand je suis sur mon ordinateur et que je fais une recherche, je vais sur mon navigateur. Donc, je fais une recherche, je tape, j'ai besoin d'avoir un renseignement, etc. Je vais sur mon navigateur. Alors, pour info, en France, je crois qu'on est à 20% de requêtes à la voix, Alexa, etc., ou Siri. Aux États-Unis, on est passé à 60% de requêtes à la voix, hein, quand même. Ah oui, Ça quand veut dire même. quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, 60% de requêtes à la voix en contexte, c'est-à-dire je suis à l'extérieur, je fais une requête à la voix avec mon téléphone. Okay. Pourquoi c'est hyper important? Parce que si je fais une requête à la voix, c'est que je suis en train de me préparer au fait que mon device il va changer. C'est-à-dire que j'ai plus un téléphone devant moi. Je vais parler et ma réponse elle va apparaître devant moi. Et c'est ça la régie immédiate demain. C'est-à-dire que je parle et en contexte, à tel endroit, la réponse apparaît. Je vais redonner un autre exemple. Alors, il faut savoir que la précision, aujourd'hui, elle se fait aussi par l'analyse de l'image. Quand on donne une position GPS, on va vous donner une position GPS, mais finalement, cette position, on va dire qu'elle est globale. Elle n'est pas hyper précise. Mais si je rajoute l'image, si je me trouve devant un monument, par exemple, ben, je vais avoir et la position GPS, et on va me dire, OK, le téléphone, la caméra, elle va regarder, elle va repérer le monument, et elle va les placer, l'asset en contexte, pile devant. Et imagine un peu la taille de la base de données qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que si demain, je suis devant Notre-Dame de Paris et que je dis parle-moi de Notre-Dame de Paris, normalement, je vais avoir les infos qui vont arriver devant moi. Et on va m'expliquer, etc. Donc ça, c'est la régie média de demain. Alors média, c'est-à-dire tout type de média. Régie, ça veut dire que c'est commercial, ça veut dire que derrière, il y a des enjeux commerciaux. On peut passer à la suivante si tu veux. Donc nous, là, un autre exemple d'application qu'on a faite, c'est comment je vais aller d'un univers à un autre. Donc là, vous voyez, j'ai scanné le sol, je vous en parlais tout à l'heure, je fais apparaître une porte, et là, je vais avancer dans un univers. Et en gros, je vais me retrouver finalement dans cet univers virtuel, mais j'y accède via la réalité augmentée. C'est-à-dire que j'avance, je marche à l'intérieur, et je vais pouvoir voir différents types d'assets. Donc, je vois ces assets, je suis en train de me déplacer ici dans la scène, je vois ce qui se passe, etc. Je vais pouvoir les acheter et je vais pouvoir, on verra tout à l'heure, partager et échanger. Pourquoi c'est intéressant? Parce que finalement, je crée des univers à la demande, je peux mettre des click to action à l'intérieur, c'est compatible multi-device parce que cette scène aujourd'hui, elle marche en VR, elle marche en AR et elle marche en web. Pourquoi on veut absolument qu'elle marche en AR et sur un téléphone? Parce que c'est le plus clair de notre temps aujourd'hui. Et que si on veut démocratiser et si on veut finalement que la réalité augmentée soit la première étape du métaverse, je suis obligé de faire ça. Alors bien évidemment, comme j'ai dit, c'est cross-chain et je peux vraiment faire une vraie interaction avec les utilisateurs. Donc ça, on l'a fait à partir de CaviarGate. Peut-être tu peux passer à la slide suivante parce que je crois qu'il y a un QR code pour les gens qui veulent télécharger.
Donc, on l'a fait avec notre application de téléportation CaviarGate. Et aujourd'hui, les gens peuvent venir et créer leur propre musée avec les photos de leur téléphone. C'est-à-dire que vous téléchargez CaviarGate, c'est gratuit sur les stores. Vous prenez les photos qu'il y a dans votre téléphone et vos photos vont apparaître dans un musée florentin du 19e. Vous pourrez avancer à l'intérieur et vous verrez en photo à l'intérieur du musée. C'est hyper sympa. Mais ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a fait de l'événementiel. C'est-à-dire qu'on a fait nos premières collections NFT directement à l'intérieur et on peut gérer l'événement, donner des codes d'invitation, connecter un wallet pour accéder à l'événement, etc. Ouais, bah, c'est assez impressionnant et on voit que toutes ces petites choses un peu, futuristes, qui vont faire partie de notre quotidien demain, bah, commencent déjà à s'implémenter aujourd'hui, en passant par la news que tu as donnée avec, Google, qui est effectivement passé, très inaperçu et qui est pourtant quelque chose qui est assez, énorme parce que ça va se retrouver sur nos téléphones et on va en faire l'expérience nous-mêmes, très rapidement, hein, donc c'est assez C'est ça, intéressant. exactement. Aujourd'hui, sur ces enjeux-là, avec, Caviartech, quels sont vos clients? Alors en termes de taille et en termes de domaine, qui c'est qui vient vous voir, pour ce type de service-là? Alors nous, on a plein de types de clients. On a des clients institutionnels comme la SNCF. C'est nous qui avons fait l'augmentation du TGV-M à Vivatech, où vous aviez des tablettes, vous pouviez regarder le TGV-M et vous pouviez voir les informations qui apparaissaient en contexte autour du TGV. Donc on a fait des choses comme ça. Donc, on va travailler avec des grands comptes et on va travailler aussi avec des TPE, PME et on va travailler paradoxalement avec beaucoup de, alors pas paradoxalement, hein, j'en suis hyper content, avec beaucoup de startups qui sont déjà dans le Web3 et qui nous disent, bah, Michel, moi, je suis sur la partie NFT, je veux vraiment emmener une valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on a collaboré avec plusieurs projets. On a collaboré avec un projet qui s'appelait Smart Beast. On a collaboré avec un projet avec l'équipe de Symbiosis. Symbiosis sont les voitures du métaverse. Voilà. Nous, aujourd'hui, en travaillant avec eux, ben, on a fait un Connect Wallet qui permet d'aller visualiser sa NFT devant soi, on a créé un garage. Donc, vous avez vos voitures, vous les mettez vous-même en faisant votre Connect Wallet dans votre propre garage. On a collaboré avec Ellipse où on va pouvoir organiser finalement son propre appartement à partir de son téléphone et partager sa collection avec quelqu'un qui n'est pas là. Donc demain, tu as une super collection de NFT et au final, comment est-ce que tu en profites? Bah là, au moins, tu les visualises et tu peux les partager. Et puis, on en a profité avec eux aussi pour pouvoir interagir dans ces fameux univers immersifs. C'est-à-dire que j'ai ma collection, je veux la montrer et je veux en discuter avec quelqu'un, je fais tout ça à l'intérieur d'une app. Voilà en gros comment on se positionne. Après, on a des clients, aussi bien des agences avec qui on travaille, des agences de com, qui ont besoin finalement de cette notion de R&D AR parce que c'est des nouveaux métiers. C'est des nouveaux métiers où il faut vraiment maîtriser plein de verticales différentes. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser la 3D, il faut maîtriser l'AR, il faut maîtriser les outils qui vont avec l'AR. Bah, c'est du Unity, du Foria, de l'ARKit, de l'ARCore. Il faut avoir finalement tout ce panel pour pouvoir créer une expérience au bout. Et ça, bah, on vient nous voir pour ça, que ce soit avec app ou sans app. Aujourd'hui, on n'est pas des spécialistes du sans app parce qu'on attend vraiment que le sans app arrive à avoir une expérience un peu folle. Donc, on aime bien l'app parce que ça permet d'avoir un environnement très, très performant. Et puis, il y a une question de sécurité aussi. Quand je fais un Connect Wallet, c'est de la blockchain. Dedans, je peux avoir mes NFT, mais je peux avoir mes actifs numériques, etc. Donc, bah, faut que ce soit quand même super safe. Donc, on aime bien l'app pour ça parce que c'est cadré, c'est réglementé et ça fonctionne bien au final. Et que bah, les passionnés, ça ne les dérange pas de télécharger une app. Yes, très, très clair. Hem, Passage de l'AR au VR, quand on regarde un petit peu plus loin, porte d'entrée des métaverses, comment tu vois un petit peu les choses se mettre en place, en passant, ben, évidemment avant qu'il y ait le VR, que tout le monde ait un casque, risque de mettre, beaucoup de temps et puis de toute façon vu le prix du casque, c'est pas demain où on se retrouvera tout le monde dans la rue avec un casque comme on peut voir parfois dans les films. Et à la fois l'AR, c'est ce qui est déjà mis en place aujourd'hui. Est-ce qu'on peut l'utiliser déjà aujourd'hui? Est-ce que tu peux un peu tracer la ligne directrice qui va faire que ces 2 mondes-là
vont se inévitablement rejoindre. un jour, voilà, vont se rejoindre, Alors, la ligne directrice, elle est technologique. C'est-à-dire que nous, on a une hyper croissance tech. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire à 6 mois près la puissance d'un processeur. On ne peut pas prédire qu'est-ce qu'on va réussir à faire, etc. Je donnais un exemple. Il y a un an et demi, travailler avec la même qualité simultanément avec deux caméras d'un téléphone, la front et la rear, c'était hyper compliqué. Tu vois. Et là, de plus en plus, on y arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais te donner un exemple très simple. Si je prends Snapchat, c'est quoi le succès de Snapchat? C'est aussi le fait qu'ils ont été les premiers à faire de la réalité augmentée sans le dire. C'est-à-dire qu'un filtre, Snapchat, c'est un filtre de réalité augmentée. Quand je me filme et que je me regarde et que j'ai des oreilles de lapin, c'est rigolo, bah, j'ai fait de la réalité augmentée. Okay. La difficulté, c'est comment se filmer soi-même et projeter en même temps un autre environnement. C'est-à-dire faire fonctionner ces deux caméras. Dès qu'on va arriver à ça, on va arriver sur finalement des expériences qui sont super intuitives et super immersives. Je vais vous donner un autre exemple finalement de ce qui va nous permettre de créer le lien entre tout ça. L'intérêt du Web3, c'est que chacun d'entre nous, on se réapproprie une valeur. On se réapproprie une valeur créative. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, au final, je peux le minter. J'ai créé un asset digital, il m'appartient. Donc nous, en ce moment, on travaille en collaboration avec une société qui s'appelle Cities. Et Cities, c'est une boîte qui veut révolutionner le sport et surtout les fans, rapprocher les fans de leur club. Je donne un exemple très simple, si tu vas vite comprendre. Aujourd'hui, quand tu es fan d'un club, et là on a vu, on sort de la Coupe du Monde, c'est incroyable l'engouement qu'il y a, etc. Quand tu es fan d'un club, tu es prêt à dépenser très cher pour avoir un t-shirt du club, pour les suivre, etc. Mais finalement, ton engagement et ce que tu fais pour le club n'est pas valorisé. À aucun moment. Et très peu en tout cas. Donc nous, on s'est dit qu'on pouvait fournir à tous les fans de club un outil pour qu'ils fassent des stories incroyables en réalité augmentée autour de leur club. Je te donne un exemple très simple. Je ne sais pas si tu as vu pendant la finale de la Coupe du Monde. Avant, il y a 30 ans, quand il y avait un match de foot, il y avait 10 caméras et c'était 10 mêmes angles de caméra. Et c'est tout le monde qui filmait, voyait, et tout le monde voyait la même chose. Aujourd'hui, dans un stade de 80 000 personnes, tu as 80 000 caméras en fait. C'est-à-dire que tu as 80 000 personnes qui ont un téléphone dans la main, qui à un moment font une photo, qui à un moment font un film, etc. Ces 80 000 personnes ont un angle différent. Et ces 80 000 personnes, on leur donne des outils pour ne pas faire de la post-production comme ça existe déjà avec des outils web, mais pour faire de la production live. C'est-à-dire que pendant le match, avant le match, si j'ai envie de pavoiser le stade, de mettre la mascotte, de mettre les drapeaux de mon club, etc., bah, j'arrive, je le fais et je filme en temps réel. Il y a un but, j'ai envie de partager le but incroyable, de mettre un magnifique goal en réalité augmentée au milieu du stade et le score, etc. Et allez les gars, je fais ma story. C'est-à-dire que je vais créer des contenus temps réel en réalité augmentée. Ces contenus vont être mintés dans la blockchain, vont être jugés par les autres fans du club, parce que plus chacun va aller faire des super contenus pour son club, parce qu'il est hyper investi. Et donc, ce sont les autres fans qui vont te noter, etc. Tout ça, ça va prendre de la valeur. Et à la fin, le club peut dire waouh, j'adore ce que vous avez fait. On vous a donné plein d'outils créatifs avec les logos du club, etc. Ça, je vous le rachète. Ou ça, je le prends pour mon Instagram. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Et vois très bien. ça c'est vraiment, ça, c'est la nouvelle logique de demain. C'est-à-dire qu'en fait, chacun d'entre nous, on va avoir un outil, une forme de palette de couleurs. Hein, c'est une super boîte à outils. Et il va falloir apprendre à travailler avec ces nouvelles boîtes à outils. Pourquoi? Parce qu'on va créer des contenus immersifs qui n'auront plus rien à voir avec ce qu'on a fait auparavant. C'est-à-dire que chacun devient un créateur, mais grande différence grâce à la blockchain, chacun est rétribué à la juste valeur de sa création. On sait Ouais. quand il l'a fait, on sait que c'est lui qui l'a fait, à quelle heure, etc. Il a ses droits de propriété, il a son propre copyright, il peut décider s'il loue, s'il vend, s'il donne. Et c'est un très bon anti-fake parce qu'au final, quand tu as fait une super story et que ta story, tu la trouves utilisée sur un TikTok à l'autre bout du monde, qui fait des millions de vues, quelqu'un qui gagne énormément d'argent avec une story que tu as fait toi-même, c'est un peu les boules quand même. Voilà.
OK, ça marche. Bah, c'est un bon mot de la fin. On va arriver sur la fin de l'interview, Michel. Bah, je te remercie pour, ton temps, ton partage et au plaisir pour te recevoir en, courant 2023 pour revoir les avancées, de Eh ben, Caviartech. avec grand plaisir. Merci Pierre, et puis à bientôt.